si la conquête de l'espace commence effectivement le 4 octobre 1957 avec le lancement du Spoutnik, il est clair que depuis quelques années, l'idée de faire des missiles était apparue. Et dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est les Allemands qui avaient été les précurseurs dans ce domaine, et bien évidemment, les Américains et les Soviétiques vont hériter du savoir-faire allemand et vont s'engager dans la réalisation de missiles, d'abord de courte portée, de quelques centaines de kilomètres, pour aboutir en mai 1957 à un missile intercontinental capable de frapper le territoire adverse, situé à 6000-7000 km du point de lancement. Et à partir de ce moment-là, donc en 1957, eh bien, ce missile intercontinental pouvait être transformé en lanceur spatial et donc le lancement des satellites pouvait dès lors arriver et c'était une étape importante pour la conquête de l'espace. Alors, la percée technologique qui était capable de mettre les hommes sur orbite, si je puis dire, enfin, ou les satellites tout au moins sur orbite, c'est bien évidemment la fusée R7 Semyorka soviétique. Et là, on peut dire qu'il y a une idée de génie de la part de son concepteur, Sergueï Pavlovitch Korolev. On a besoin, le satellite a une masse de l'ordre de 86 kg, et il faut quand même une fusée relativement puissante. Et à l'époque, on ne sait pas faire des moteurs très puissants. Donc l'idée, c'est d'assembler un peu en fagot, à la manière d'un fagot, 5 étages propulsifs qui vont donner une poussée considérable au moment du décollage. Et donc ça, c'est vraiment une percée technologique importante. Et cette fusée soviétique qui devait être à l'origine porteuse de la bombe atomique, la bombe thermonucléaire soviétique, est très vite convertie en lanceur. Et le concept est tellement extraordinaire et tellement viable, et bien qu'aujourd'hui, cette fusée est toujours opérationnelle. Et aujourd'hui, cette fusée va faire partie, à partir de 2008, de la panoplie des lanceurs spatiaux européens, et cette fusée sera lancée depuis Kourou, en Guyane. Alors, si d'un côté, on a les soviétiques avec leur fusée, avec leur satellite, qui a une masse de 86 kg, ce qui est quand même pas négligeable pour un premier satellite, de l'autre côté, on a les Américains. Mais les Américains, au tout début, 1957, ne sont pas de taille à lutter avec les soviétiques. D'un côté, donc, les soviétiques ont cette fameuse fusée, Semyorka, et de l'autre côté, les Américains ont une fusée qui est issue de la V2, qui est réalisée par von Braun, le célèbre von Braun, qui est passé du côté américain en 1945. Et, contre toute attente d'ailleurs, le président Eisenhower, en 1955, ne veut pas demander à von Braun de lancer le premier satellite américain. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas concevable dans son esprit que ce soit des anciens nazis, ou en tout cas des ingénieurs qui ont travaillé pour le régime nazi, qui puissent lancer le premier satellite américain. Donc, le président Eisenhower va confier la réalisation du premier lancement du satellite américain à la marine américaine. Et autant dire tout de suite que ça va être un fiasco complet. Et pour dire à quel point cette fusée n'était pas au point et était véritablement un jouet par rapport à la fusée Semyorka soviétique, c'est que cette fusée, qu'on appelait Vanguard à l'époque, était capable de satelliser 2 kg. Ils ne jouaient pas dans la même cour, les deux superpuissances. Et l'échec du programme Vanguard va faire revenir Eisenhower sur sa décision qui, à la fin de décembre 1957, va demander enfin à von Braun de satelliser. Et von Braun va réussir l'exploit, donc le 31 janvier 1958, au bout de 90 jours, de placer le premier satellite américain, Explorer 1, qui avait alors une masse de 14 kg. Là encore, on était loin de la performance soviétique, mais néanmoins, l'honneur américain était sauf. Et désormais, eh bien, la rivalité entre l'Union soviétique et les États-Unis en matière d'espace pouvait s'exprimer largement, et elle va durer jusqu'à la fin de la guerre froide, c'est-à-dire jusqu'à 1990. Alors, on aurait tort de penser que cette conquête de l'espace a effectivement commencé avec le lancement du Spoutnik. Les hommes en rêvent déjà depuis 2000 ans. Les premiers écrits, les premiers romans datent de l'an 160 après Jésus-Christ, et puis tout au cours des siècles, nous allons voir apparaître
un certain nombre d'autres romans, et en particulier, bien évidemment, ceux de Cyrano de Bergerac au XVIe siècle. Cyrano, qui le premier nous dit qu'il faut une fusée pour aller dans l'espace. On est au XVIIe siècle, c'est absolument extraordinaire. Et puis vient Jules Verne, au milieu du XIXe siècle, qui lui va vraiment, je puis dire, implanter l'espace dans l'esprit d'un certain nombre du public, mais aussi d'un certain nombre d'ingénieurs ou de savants. Et ce sont 4 savants au début du XXe siècle, en l'occurrence le russe Tsiolkovsky, l'américain Goddard, l'allemand, le germano-allemand Obert et le français Esnault Peltry, qui vont établir, je dirais, les bases scientifiques de la conquête spatiale et des fusées. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la porte des étoiles va véritablement s'entrouvrir.